Bonjour à tous, je m'appelle Ryan, j'ai 25 ans et voici mon témoignage. The fighting in the West African nation of Ivory Coast intensified this week. Donc je suis né en Côte d'Ivoire et dès le plus bas âge, je commence à nouer déjà une passion pour le foot. Donc toujours surclassé dès le plus bas âge, avec mon grand frère, on se donne ce défi-là de devenir des footballeurs. Donc en Côte d'Ivoire, quand on remporte des tournois majeurs dans la capitale, avec même Gervinho comme parrain de ce genre de tournoi. Et je sais qu'au fur et à mesure, j'ai le potentiel pour percer. Donc je demande à mes parents de m'envoyer en France, tout ça pour percer dans le foot. Donc je fais un premier stage d'été à l'OL, ça se passe bien. Je rentre en Côte d'Ivoire, je fais des stages dans des centres de formation. Je suis en club, ça se passe bien. Mais ma mère, elle veut pas que je perce. Ma mère, elle me dit non, t'es trop jeune, ça sert à rien. Faut l'éducation d'abord. Donc je sais qu'au final, même si moi je veux, les parents un peu ils bloquent. Je me dis c'est pas grave. Je sais qu'un jour viendra, j'aurai l'opportunité de pouvoir percer. Je suis pas pressé, je suis serein. Et il se passe quoi? C'est qu'un premier événement vient chambouler un peu toute mon histoire. Ça se passe en 2011, il y a une guerre en Côte d'Ivoire, la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et un jour, mon père, il rentre dans la maison et il me dit « Vous avez 30 minutes pour faire vos affaires, il faut qu'on sorte. » Moi, je dis « Ouais, je commence à 30 minutes. » Il me dit « Réfléchis pas trop, ne te pose pas trop de questions. Je veux te voir toi et ton petit frère dehors dans 30 minutes. » Déjà, à cet instant T, je sais qu'il y a un contexte compliqué en Côte d'Ivoire. Déjà, depuis plusieurs mois, on en parle dans les infos et tout. Mais à ce moment-là, je réalise que ça devient de plus en plus grave. Donc c'est soit je fais ce qu'il me dit là maintenant et j'arrête de réfléchir et on part et on fuit, je ne sais pour aller où. Ou soit je reste là et je subis ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait plein de maisons pillées, des femmes qui se faisaient violer, des pères de famille qui se faisaient arracher de leur famille, qui étaient même tués, des enfants de guerre, des enfants de famille qui étaient pris pour aller dans la guerre. Et je sais qu'un jeune de mon âge qui a vécu ça en Côte d'Ivoire, pour nous c'est banal parce que c'était un fait divers, comme il aurait pu se passer, on s'attendait tous à ça quelque part. Et je sais que quand je réalise ça, je me dépêche. Je prends mes affaires, le peu d'affaires que j'ai sous la main, je prends chez mes affaires. Mon petit frère à ce moment-là, il ne comprend pas trop, donc j'essaie de le rassurer, de lui dire non t'inquiète, c'est un truc vite fait, juste prends tes affaires et il faut qu'on parte. Dès qu'on sort de la maison, sur la route, déjà il y a un climat qui s'installe, un paysage qui fait peur dès le départ. On voit des gens avec des armes, ça tire, on voit des magasins de commerce de rue renversés, des magasins pillés, des gens qui courent de partout. Donc là je me dis ah, et là sur la route, notre père il commence à nous expliquer qu'en fait la situation devient catastrophique, les rebelles ils rentrent dans la ville et on va aller se réfugier dans un hôtel qui est protégé par l'armée française, qui protège entre guillemets tous les ressortissants. Donc du coup on part et sur la route, bref, le climat il était chaud, il était clairement chaud. Et dès qu'on arrive à l'hôtel, il n'y a pas à faire de riches, il n'y a pas à faire de pauvres, tout le monde est même chose. Tout le monde est même chose. Peu importe d'où tu viens, on est tous dans la même galère. Et ça fait penser un peu à l'hôtel Rwanda pour ceux qui ont vu le film, où tu sais pas ce qui peut se passer le lendemain, tu sais pas si à tout moment des gens, des rebelles, ils viennent dans l'hôtel, ils viennent foutre un bordel pas possible. Et la seule chance qu'on avait, c'était qu'on était protégés par l'armée française. Et autour de nous, en fait, en dehors de cet hôtel-là, c'était le carnage. On entendait des tirs tous les jours. Il y avait des gens armés. C'était vraiment un contexte de guerre, en fait. Et là, j'ai la peur. Je ne sais pas si demain, je vais pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Et ma seule prière à ce moment-là, c'est que je me disais, si je sors de là, c'est qu'il y a un Dieu qui existe vraiment. De fil en aiguille, les jours se passent, les jours s'en suivent. Dans la semaine en question, on est à l'hôtel. Et les nouvelles, elles s'aggravent. On entend dehors qu'il y a de plus en plus de rebelles dans la ville. Il y a de plus en plus de meurtres autour de nous. C'est le chaos de riposte entre les différentes armées qui s'affrontaient. Les jours s'enchaînent et la situation s'aggrave. Donc on demande une expatriation, une demande d'asile pour l'étranger, pour aller à Lyon. Et je sais que le jour où on part de l'hôtel, on nous amène d'abord dans un camp militaire. Donc on part dans un camp militaire français. Et dans ce camp en question,
On est escorté par l'armée française, mais vraiment avec un contexte de casque sur la tête, gilet pare-balles, dans un bus, avec plein de personnes de toutes différentes origines, tout le monde est confondu. Et ça pleure, ça crie, tout le monde est anxieux, c'est le stress. On sent vraiment genre une détresse pas possible. Et tout ce dont tu as envie, en fait, c'est de partir, c'est de quitter le pays à ce moment-là. Tu réfléchis pas trop. Dès qu'on arrive dans ce camp, le confort dans lequel on vivait de base, en fait, tout se chamboule. Et ça devient de plus en plus compliqué. On dort sous des tentes. Alors, encore à l'hôtel, on pouvait encore dormir dans des chambres d'hôtel. Mais là, on dort sous des tentes. C'est plus la même donne. Tout le monde, on doit faire des queues pour se doucher, des queues pour manger. Enfin, c'est vraiment un camp militaire. Et dès qu'on arrive ensuite à ce camp-là, le lendemain, on est appelé pour prendre un vol pour partir sur Lomé. Je me rappelais que sur le trajet du camp à l'aéroport, on est sur la route et là, toujours en escorte par les chars, les tanks, tout le contexte de guerre, on voit des gens en machette qui nous font des signes d'intimidation. Donc du coup, premier réflexe, tu te dis wesh, est-ce qu'on va pouvoir finalement prendre ce vol en question? Ça continue, on avance. Dès qu'on arrive, on entend des tirs. Et là, tu te réalises qu'en fait, il y avait des gens, je sais pas si c'était des rebelles ou quoi, qui nous suivaient, qui nous avaient pas laissé depuis le départ et qui voulaient juste en fait lancer une offensive. Et donc là, tu attrapes ta tête, tu te dis mais c'est pas possible. Là, si je sors de là, c'est que vraiment, je suis un miraculé. On rentre dans une salle, l'armée nous dit on revient. Ils prennent des armes, ils sortent. Et là, t'entends des tirs. Et tu dis une seule chose. Soit l'armée revient, et là on sort de la pièce en question, on prend le vol, on part. Ou soit c'est l'armée d'en face qui vient, en fait on est tous morts. Donc là en fait tu réalises que tu peux mourir en fait. Tu peux mourir, j'ai même pas 15 ans à cette époque-là. Je me dis j'ai pas fait ma vie, j'ai encore rien fait. Moi je veux devenir footballeur, j'ai mon rêve en tête. Même pas que ça, partout autour de toi ça crie, ça pleure. Et t'as pas le temps de réfléchir en fait. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois païen, à ce moment-là, tout le monde prie. À ce moment-là, tout le monde pense, en fait, tout le monde réfléchit en fait à pouvoir sortir de là. Tout le monde pense à une sorte de miracle en fait. Donc, on attend, on est en stress, on est anxieux. Et là, la porte s'ouvre. Et dès qu'elle s'ouvre, en fait, c'est l'armée française qui nous ouvre. Ils nous disent, dépêchez-vous, on court, on va dans l'avion. Et là maintenant, même si tu n'as jamais fait de sport, frère, tu tapes un grand sprint. Et là, ça court. Et moi, dans ma course, je perds une sandale, sachant que je n'ai pas pris beaucoup d'affaires déjà. Je suis en sandale, je cours vers l'avion, je perds ma sandale. Sachant qu'un vol normal déjà, de la Côte d'Ivoire à Lomé, c'est environ 1h30 en vol commercial. Et là, c'était un avion militaire. On était assis, il n'y avait même pas de siège confortable, c'était en mode parachutiste. Et là, tu attrapes ton truc, c'est 6 heures de vol. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas c'était compliqué. Et du coup, on prend ce vol en question, on arrive, j'ai 2 chaussures différentes. Et là, soulagement, gros soulagement, les gens sont contents, il y a des pleurs, il y a des cris de joie. On se dit enfin qu'on a échappé à quelque chose de ouf en fait. Donc on arrive à Lomé. On passe une nuit, le lendemain on prend un vol, on arrive à Lyon. Et là il y a un truc qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis j'arrive à Lyon. Déjà première chose, c'est la paix. Un truc qui paraît banal, les gens sont normaux, personne court, il n'y a pas de bruit de fusil, il n'y a pas de bruit de balles, c'est tranquille, les gens ils vont au travail, ils reviennent. Un truc qui paraît peut-être fou, mais là à ce moment-là tu te dis mais en fait il n'y a rien d'acquis dans la vie. En fait tu dis juste que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit au quotidien et on pense que c'est des choses qui sont acquises. En fait, au final, c'est pas du tout acquis. Mais je me dis juste, j'ai juste la chance de pouvoir être en vie alors que d'autres sont encore là-bas. Il y en a qui sont morts, il y a des femmes qui se sont fait violer, il y a des enfants qui ont été pris pour aller en guerre. Et moi, j'ai cette chance-là d'être là en fait. Premier constat, dès que j'arrive, la paix. Deuxième constat, je me dis que c'est une opportunité pour moi de percer. Donc je passe des tests à Lyon et je suis pris en sport-études. Là, je me dis dinguerie. C'est maintenant, mon rêve va pouvoir enfin commencer et prendre un boost. Donc, je suis tellement content. Dès que la saison arrive, je suis affûté, dernier équipement. Je suis trop content. Je me dis juste là, c'est le moment parfait. Sachant que déjà, entre mes parents, ça n'allait pas trop.
Donc le foot, c'était vraiment mon seul refuge. Je sortais d'une phase de guerre. Avec les parents, ça n'allait pas. Donc je me dis, là, maintenant, je vais me refuger dans le foot. Au lycée, déjà, on se fait études. Les gens, ils voyaient un peu, je touchais un peu la balle. Ça me disait, oh, Didier Drogba. Ça me disait Yaya Touré, pour ceux qui connaissent le foot. Et je me disais, ok, je vais montrer ce qu'on sait faire au pays. Et j'arrive, premier entraînement. Je suis tellement content. Toucher de balles, tout ça. Je tape une accélération. Je frappe. Je ressens une douleur. Je me dis, j'étais jamais blessé avant. Avant, je m'étais jamais blessé. Je sais pas c'est quoi la blessure. Je dis, ça, c'est bizarre, ça. Je recommence. Deuxième accélération, je frappe. Là, c'est pas qu'une douleur, mais je ressens une douleur incroyable au niveau d'entre mes cuisses. Je me couche, je commence à crier. Et moi, je sais pas c'est quoi, adducteur, tout ça. Nous, on joue seulement, tu vois. Et puis, je dis au coach, je peux plus jouer, là, je peux plus courir. Il me dit, c'est où ta main? Je lui montre un peu l'endroit, tout ça. Il me dit, c'est les adducteurs. Il me dit, t'as fait un claquage. Je dis, c'est quoi avec claquage? Il me dit, t'as fait un claquage. Je dis, ah ouais, là, claquage? Non, c'est impossible. C'est quoi claquage? Et il m'explique un peu de ça. Il dit, il faut aller voir un kiné de ça, machin. Je dis, c'est pas possible, moi, je me suis jamais blessé. Donc, je rentre à la maison, je pleure, j'insulte Dieu de tous les noms. Je dis, je suis venu ici, j'étais sûr que j'allais percer. Tu m'as fait traverser la guerre là. C'était pour un but, non? Là, je suis arrivé là maintenant. Là. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Du coup, je commence à avoir de l'amertume. Bref, je me soigne. Et les mois arrivent, ça va toujours pas. Et à cette période-là, ça coïncidait avec la période de vacances. Donc, je rentre en Côte d'Ivoire pour les vacances. Et quand j'arrive, je vais en institut avec mon ancien club pour me faire soigner. Et ça commence à aller de mieux en mieux. Et on me dit quoi? On me dit, Ryan, il y a un tournoi au Portugal bientôt. Et on me dit, Ryan, bientôt il y a un tournoi au Portugal, on aura besoin de toi. Je me dis, allez, c'est parti. Là, refocus encore, deuxième objectif sur le foot. Sauf qu'avec les entraînements, ça se passe toujours pas bien. La blessure, elle me fait toujours mal. Et je me reblesse encore, sauf que cette fois-ci, c'est sur l'adducteur gauche. Là, je me dis, ah ouais. Là, c'est plus possible. Là, je pourrai plus. Et je commence à me dire que le foot, en fait, ce sera plus possible. Parce que quoi? Parce que j'ai fait les efforts qu'il faut, ça passe pas. Et donc, je me dis, mais en fait, ça servait à quoi au final? À la maison, ça n'allait pas entre les parents. Aussi, je me consacre au foot, ça se passe pas bien. Et dans ma tête, je commence à shifter. Je me dis, mais en fait, j'ai commencé à faire comme tout le monde de mon âge, en fait. Ça sert plus à rien. Parce que mon seul refuge, mon seul espoir, il se brise d'un coup. J'ai plus rien à perdre, en fait. Donc, je commence à réfléchir comme les autres de mon âge. Et je me dis, je vais profiter aussi. Donc, je commence à avoir aussi des regards sur les filles. Parce que je grandis entre temps, tout ça. Et je me dis aussi, il faut que moi aussi j'ai ma copine. Et donc, première relation, je tombe amoureux. Et là, c'est le bel amour. C'est l'amour parfait. Je me dis, c'est trop bien, tout ça. Ah, c'est ça l'amour. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein. Et j'étais dans ma vibes. Sauf que je rencontre qu'au fur et à mesure, de deux côtés, c'est plus la même chose. Je vois qu'elle prend ses distances petit à petit. Et un jour, elle m'annonce qu'elle veut qu'on arrête la relation. Je me dis, ah ouais. Donc c'est comme ça. Là, je me dis, donc l'amour, c'est comme ça. Et je me dis, ok, il n'y a pas de souci. Sur le coup, premier chagrin d'amour, je me dis, les femmes, c'est pas pour moi. Je me dis, les femmes, c'est ça, les femmes, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Moi, je retourne dans mon foot. Et j'apprends quoi par la suite? Qu'elle m'avait trompé avec mon meilleur ami. Là, je me dis, il n'y a plus de possibilité que je fasse chemin inverse. Ça sera le foot et rien d'autre. Sauf que le foot, ça va toujours pas. Je me sens toujours pas aller sur le terrain, c'est la même chose. Bref, le foot, ça va pas. Les parents, ça va pas. Je rentre en chagrin d'amour. Et je me dis, tant qu'à faire, en fait, autant se foutre en l'air. Autant clairement se foutre en l'air. Si pendant autant de temps, je m'étais préservé à pas faire les choses que les jeunes de mon âge le font, bah autant, en fait, ma voix a toute forme de plaisir, de désir, en fait. Tout prend son sens un 31 décembre où ma soeur, elle m'invite pour la première fois en boîte de nuit. J'arrive, je vois les jeunes, ils s'amusent, ça boit, ça fume, ça danse, ça rigole. Je lui dis, mais c'est ça qu'il me fallait. C'est ça qu'il me fallait. Je lui dis, c'est ça qu'il me fallait. Ah, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Donc, je commence maintenant à faire des grandes soirées. De là, maintenant, j'enchaîne les soirées. J'enchaîne, je bois. Moi, avant qu'il ne buvait jamais, je commence à boire. Je tape mes meilleurs pas sur la piste. Même ma soeur, elle me voit, elle est choquée. Elle se dit, mais wesh, d'où tu sais faire tout ça, toi? Et j'ai dit, t'inquiète. En fait, tout ce que j'avais retenu depuis le temps, là,
je le monte maintenant comme on dit, sur le terrain. Je suis tellement heureux, je me dis, il faut que j'augmente. Et pour augmenter, il faut côtoyer les personnes qui le font. Je cherche un grand frère du quartier. Je lui dis, ah, comment on fume tout ça? Et il me dit, t'es sûr que tu veux fumer? Je dis, ouais, je vais fumer. Tout le monde fume, moi aussi, je veux fumer. En soirée, tout le monde fume. Tous ceux qui sont connus et tout machin, ils fument. Je veux fumer. Et du coup, il me dit, vas-y, mais sache que si tu fumes la première fois, après, tu pourras plus t'en passer. Je dis, bah, vas-y, pourquoi pas? De toute façon, au point où je suis, j'ai rien à perdre. Les premières taf, je commence à crapoter. Mais ça me désespère rien. Je dis, je persévère jusqu'à ce que je réussisse. Du coup, je continue. Et après, j'y arrive. On dirait que j'étais à l'entraînement. Parce que quand j'arrive à l'école maintenant, je sais que je suis aguerri. Je débarque à la sortie comme tout le monde. Lui, il sort sa cigarette, je sors ma cigarette. Il sort son briquet, je sors mon briquet. Et puis, je commence à fumer. Tout le monde me regarde comme ça. Ah, tu fumes maintenant? Je dis, bah ouais, je fume. Je suis pas satisfait. Je me dis, non, il faut plus. Ça suffit pas, il faut plus. Et un jour, un pote, il me propose maintenant de fumer le joint. Donc là, je me dis, non, le joint, ça, c'est autre chose. Hein. Est-ce que ça vraiment, c'est un truc qu'il faut que je fasse? Donc, je me pose la question. Et je me dis, mais en vrai, Ryan, franchement, là, t'es dans le game. Si tu arrêtes là, maintenant, ils vont dire quoi de toi? Ils vont se moquer. Ils vont dire, lui là, c'est un vieux mec. Lui, il fume pas, lui, il fait que la cigarette. Donc je me dis, non, faut que je prouve. Faut que les filles maintenant, vu que toutes celles, qu'on va dire, en tout cas celle qui m'a fait du mal, je voyais qu'elle aimait les bad boys. Et je voyais que les filles en soirée qui aimaient sortir avec des gars, c'était que des bad boys ou des gars qui menaient une vie, tu connais, une vie dangereuse. Je me dis, ok, bah vas-y, moi aussi, je vais faire le thug, je vais fumer. Donc j'ai commencé à fumer des joints. Après, c'est devenu des bangs. Et ça a enchaîné comme ça. Et toute l'année de mon bac, c'est comme ça jusqu'à ce que je rate mon bac. Tous mes potes, ils partent. Je me retrouve seul. C'est-à-dire que je fais tout pour plaire à des gens. Après, je me retrouve seul. Du coup, après, j'ai mon bac l'année qui suit. J'arrive en France et ça continue. Le cycle de la débauche, pareil, alcool, drogue, sexe, ça continue. Sauf que maintenant, je rencontre une autre fille à cette époque-là. Et deuxième fois de ma vie que je me fais encore tromper alors que je mets encore un espoir dans l'amour et ça se repasse. Déclic maintenant. Déclic, je me dis, mais Ryan, en fait, tu mènes toute cette vie-là pour un but, pour nourrir quelque chose que tu n'as pas parce que tu es vidé de l'intérieur, parce qu'en fait, tu es dans le désespoir, tu es dans le rejet de toi-même. Et tout ça, tu fais en fait parce que tu t'aimes pas au final. Tu fais ça pour pouvoir plaire à des gens, pour être accepté de personnes qui au final, en fait, à chaque fois te font du mal. Donc en fait, tout ce que tu fais là, ça fait plus te rejeter qu'autre chose. Et là, je pars en dépression. Les pensées noires, elles arrivent. La fume, ça s'aggrave. Je fume de plus en plus parce que je vais pas bien. Même quand je veux arrêter, j'arrive pas à arrêter. Quand je veux arrêter de fumer, j'arrive pas à arrêter de fumer. Et un soir, je prends des médicaments en soirée, des pilules en soirée. Et après ça, c'était la première fois que je prenais des pilules en soirée. Et après ça, je me sens pas bien. Genre en gros dans mon corps, parfois j'ai des crises comme ça où j'ai mal dans mon corps. Je dis mais c'est quoi ça? Il m'arrive quoi? Des choses qui m'étaient jamais arrivées avant. Et plus je suis dans la débauche et plus je ressens cette douleur là. Et je me dis non mais il y a un truc qui va pas là. Est-ce que c'est parce que je menais une telle mauvaise vie que ça m'arrive? Est-ce que j'ai des maladies? Tu vois, je me pose mille et une questions. Il faut savoir qu'en fait quand j'étais arrivé en France, ma mère elle m'avait donné un CD et elle m'avait dit si tu vas pas bien, écoute ça. Et le CD en question, c'était Ivan Castano, qui est un auteur écrivain chrétien, qui faisait ce qu'on appelle des vivons ensemble, des prions ensemble. Et en gros, c'est des phrases, des proclamations, tout ça, qui se répètent en boucle. Et moi, tout ça, Jésus, ça ne m'intéressait pas parce que tu sais que la vie que je menais, c'était pas une bonne vie. Et dès que tu me dis Jésus, j'avais fait la catéchèse, tout ça, c'était bien beau. Mais en fait, le nom de Jésus, ça me dérangeait. Donc j'ai mis ça de côté. Sauf que là où j'étais, au point où j'en étais, j'étais dans des pensées suicidaires parce que j'arrivais pas à arrêter de la vie que je menais. J'avais une grande attache avec mes parents. Ils étaient séparés, ça me faisait tellement de mal. J'avais noué énormément de déception et de rejet de moi par rapport à tous ces chagrins que j'avais eus. Et du coup, je me dis, là, j'ai pas d'espoir en fait. Il faut que je trouve une solution. Je commence à faire du développement personnel, de l'ésotérisme et tout ce qui va être, tout ce qui est chakra, bouddhisme, yoga. Je commence par le yoga. Le yoga, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ça, tous les matins, je me mettais face au soleil, en position pliée. Tu connais les positions genoux pliés, face au soleil parce qu'il fallait adorer le dieu du soleil. Et quand tu te mettais face au soleil, en fait, tu recevais une énergie de ce dieu en question
qui donnait des ondes positives. Et il fallait faire silence dans son esprit, dans son être intérieur et juste se laisser remplir par l'énergie du soleil. Et là, au fur et à mesure, je commence à me cultiver par rapport à ça et j'ai une forme de lumière qui commence plus ou moins à venir combler ce vide-là qui me manque en moi. Et je découvre les différents niveaux de chakras. Et je sais qu'il y a 4 niveaux. Il y a le rouge, tout ce qui est désir, plaisir et tout machin. Et plus tu montes, plus tu arrives à ce qu'on appelle l'illumination. Donc le dernier degré, c'est le chakra violet. Et apparemment, dans le chakra violet, on parle dans la culture en question, ce chakra-là, il te permet d'ouvrir le 3e œil. Et ce 3e œil en question, c'était mon nouvel objectif. C'est-à-dire que maintenant, je me suis dit, je vais tout faire maintenant pour atteindre le 3e œil. Je vais tout faire pour atteindre le 3e œil. Donc, tous les matins, je me levais, position en face du soleil. Il fallait me voir maintenant. J'appliquais ce qu'on appelle la parole impeccable. Je lisais des livres de développement personnel, des 4 accords de Toltec qui disaient qu'il faut avoir une parole impeccable, il ne faut pas juger les autres, faut toujours se pardonner soi-même et toujours essayer de faire mieux chaque jour un peu plus. Et j'appliquais tous ces accords-là. En plus de ça, je faisais des chi. Je faisais le ki. Je faisais le ki chinois. Le ki chinois, c'est quoi? C'est qu'en gros, sur soi, les Chinois, selon eux, leur culture, il y a différents points d'acupuncture. Et en fait, ces points en question, ils permettent de libérer et ces points en question, ils permettent de libérer de l'énergie. J'ai dit, ah ouais, ça maintenant, ça va être mon nouveau délire. Donc à chaque fois, en fait, je trouvais une forme de lumière, une forme de source d'énergie pour chercher le bonheur parce que j'étais pas bien. Donc chi chinois, yoga, développement personnel, tout ce qu'il fallait faire pour combler mon vide. Sauf que ça ne suffisait pas. Ça a duré un temps, mais ça ne suffisait pas. La semaine d'après, 2 semaines après, je retombais dans toujours la cigarette, la drogue, l'alcool, etc. Donc je me disais, il faut encore plus. Et j'ai commencé un jour à lire un livre d'ésotérisme. Enfin, j'ai regardé un reportage qui parlait d'ésotérisme à certaines pratiques en fait, qui sont métaphysiques, qui te donnent de l'énergie et aussi qui te permettent d'avoir une bonne santé. Et cette pratique-là en question, et dans ça, il y avait de boire son urine. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, genre moi, je vais boire mon urine. Mais j'avais pas le choix. Il fallait que je trouve encore un autre niveau pour me remplir. Donc un matin, je me lève, je me dis, vas-y, je vais essayer ça. En fait, j'ai rien à perdre. Je cherche la lumière, je cherche un truc pour me combler. Donc j'ai rien à perdre. Donc, et pour faire ça, en plus, on dit quoi? On dit, faut jeûner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toute la journée, tu ne manges pas, tout ça. Ou le soir, bref, et le lendemain matin, tu dois boire ton urine parce qu'elle est issue d'un jeûne. C'est-à-dire déjà à l'époque, l'homme commençait à jeûner. Bref, je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, je bois mon urine, et là, frère, je ressens rien. Et c'est pas un truc de ouf, hein. Je ressens rien sur le goût. Et là, je me dis, mais est-ce que ça fait effet? Il se passe rien, je suis toujours pareil, c'était dégueulasse, je t'épargne les détails, et je réalise que ça va pas en fait. Je deviens fou, je deviens vraiment fou. Et je replonge encore dans la drogue. Je suis toujours addict au cannabis. Autour de moi, mes potes, ça sniffe la cocaïne. J'essaye même la codéine. Ça va pas. En vrai, ça va pas. Et je sens toujours dans la drogue et les soirées, tout ça. Et un jour, je me réveille et je me dis qu'il faut que ça change. Et un jour, je me réveille, je me dis qu'il faut que ça change. Ça se passe pas suffisamment bien, il faut que ça change. Et les pensées tellement elles étaient accablantes dans ma tête à me suicider parce que j'arrivais pas à changer ce que je voulais pas faire, que je me dis en fait la seule solution c'est de me donner la mort. Et j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Et un jour je fume un gros bar. Je fume un gros joint chez moi seul, comme j'avais jamais fumé auparavant. Et quand ça se passe pas bien dans ta vie, tu as des pensées noires et que tu fumes, c'est le parfait combo pour devenir vraiment fou. Et ce qui se passe c'est que dès que je fume une fumée, je commence à me dire mais qui je m'appelle comment? Je suis qui? C'est qui mes parents? Et j'ai qu'une envie en fait, c'est chez moi j'avais un balcon et je veux sauter carrément. Avant je fumais, j'avais déjà eu des bads, mais ce jour-là c'était le bad de trop. Et carrément je veux sauter par-dessus la fenêtre. Et quand je veux sauter, il y a un truc qui me retient. Il y a un truc qui me dit va devant ton miroir, rappelle-toi qui t'es. Et je vais devant le miroir, je me regarde et je me dis ah oui c'est vrai, tu t'appelais Ryan. Ouais, tu t'appelais Ryan. Tes parents c'est tant, etc. Et là, d'un coup, je commence à me rappeler qui je suis. Et le bad, il commence à descendre petit à petit. Et là, je m'assieds. Et je commence à m'endormir. Et quand je me réveille,
Je suis en pleurs. Je lui dis panique totale, crise d'anxiété. Je lui dis là vraiment j'ai touché le fond du gouffre. Et j'ai qu'une envie, c'est de me suicider en fait, de donner la mort. Je me dis là je suis arrivé à un point de non-retour en fait. Ça va vraiment pas. Et comme par hasard, le lendemain, ma tante elle m'appelle, elle me dit Ryan, est-ce que tu vas bien? Et ma tante elle est chrétienne. Et je dis ouais ça va, ça va. Elle me dit est-ce que tu vas bien? Je dis ouais ça va. Et elle insiste, elle me dit est-ce que tu vas bien? Je dis pourquoi tu me poses la question? Je vais bien. Et là elle laisse un blanc et je commence à pleurer. Je commence à pleurer. En fait tout le voile il commence à... Tout le fardeau que j'avais, il commence à se réveiller d'un coup ou à faire écho. Et là, je lui sors tout. Toutes mes galères, tout ce qui s'est passé, tout ça. Je lui dis ça va pas. Là, j'ai envie de quitter cette terre. Ça se passe pas bien pour moi. Je suis dans une phase de dépression. C'est toujours la même chose, la débauche. Je vais arrêter de fumer, j'arrive pas. Je vais arrêter de boire, j'arrive pas. Je sais que c'est pas vraiment moi de base. Je suis pas comme ça. Mais je suis rentré dans un engrenage, dans une telle addiction, j'arrive pas à m'en sortir. Je fais tout pour, mais j'arrive pas. Ça se passe pas bien pour moi. Et là, il me dit, Ryan, c'est pas pour rien que je t'appelle. Il y a un séminaire de pasteur Ivan Castanou dans notre église et je t'invite. Je lui dis, Ivan Castanou, ça me dit un truc ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, ma mère m'avait donné le CD en question et m'avait dit, Ryan, si tu vas pas bien, écoute ça. Quand j'arrive, je leur dis, mais eux, de toute façon, si je vais, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Moi, j'ai tout fait, j'ai fait tout ce qu'il faut, je connais Dieu mieux qu'eux. Et quand j'arrive, je me mets derrière, parce que j'ai pas envie de me mêler à eux. Et quand je rentre les premières secondes, les minutes qui suivent, l'atmosphère dans laquelle j'étais, ou dans laquelle je suis rentré dans cette église-là, elle m'a saisi d'un coup. En fait, tout mon orgueil, en fait, c'est comme si c'était affaissé. Et je commence à pleurer. Et je pleure. Et à un moment donné, je sens une tapote sur mon épaule. Et je lève la tête. Et ça me dit, Ryan, ta tante t'a réservé une place devant. Et je dis, non, moi je vais pas devant. Déjà là, je vais pas venir. Laisse-moi dans mon truc. Ça se passe bien jusqu'à maintenant. Je pleure, laisse-moi tranquillement. Elle me dit, non, ta tante, elle insiste, elle veut que tu viennes devant. Je dis, bah vas-y alors. Sauf que là, guet-apens spirituel. Guet-apens. Dès que j'arrive devant, en fait, ce que je ressentais derrière, c'était 5 fois plus. Là, je commence, les morts, les pleurs. Même si ça pouvait sortir de mes oreilles, ça serait sorti de mes oreilles. Tellement c'était trop. Et là, je commence à tout revoir de mon enfance, de mon passé, tout ce que j'ai subi. Et tout est remonté, en fait, tout a commencé à remonter. C'est un truc de ouf ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que je me sens aussi léger, comme s'il y avait un fardeau qui s'était complètement enlevé de moi et je me sens bien d'un coup. Et c'était pas bien comme avant, mon bien, je me sens bien, après je repars dans mes choses. Je sens que là c'est différent. Je sais pas comment expliquer, mais c'était différent d'avant. Et je me dis, il y a un truc qui est en train de se passer. Et à la fin, le pasteur il demande à tous ceux qui aimeraient accepter Jésus dans leur vie à lever la main. Je fais ce qu'on appelle la prière de salut pour accepter Jésus dans notre vie. Et j'accepte dans ma vie et je rentre chez moi. Un jour, 2 jours ça va. Au 3e jour, les pensées d'avant elles reviennent. L'amertume d'avant, la dépression d'avant. Les addictions encore elles reviennent. Et là je vais pas bien. Et je me dis, en fait, l'église ça n'a pas marché, tout ce que j'ai fait ça n'a pas marché. En fait, autant me donner la mort. Tellement les pensées sont incessantes de dépression et de suicide. La seule manière de faire arrêter ça, en fait, c'est de mourir. Donc sur le coup, je suis chez moi, je suis en pleurs, je suis seul, je veux rien faire. Je prends un couteau. Avant même de prendre ce couteau, j'entends, tu vois le couteau qui est là-bas, va le prendre et tue-toi. Alors, c'est un peu comme si j'ai essayé de lutter avec cette pensée. J'ai juste fait ce que ça me demandait. Donc je prends le couteau et je commence à vouloir me scarifier. Et d'un coup, quand je me scarifiais, au même moment, c'est comme si c'est pas moi, mais une voix en fait qui prend ma voix et qui commence à dire, alors que moi j'avais jamais pris avant, qui commence à dire, c'est mon fils, tu le toucheras pas, c'est lui que j'ai choisi, il servira le Seigneur. Toutes les plaintes qui sont contre lui sont nulles et sans effet. Des phrases que même moi je connais même pas de base que je commence à dire. Et à ce moment-là, je suis juste spectateur de ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme si je suis là, sans être là, et j'entends juste. Et c'est comme si j'étais derrière en mode ouais, vas-y, dis. Et j'encourage les cette voix à le dire, à répéter, parce que plus ça parle, plus en fait j'ai l'impression que ces pensées-là, elles commencent à disparaître.
Et je suis juste trop chaud en fait que ça continue. Je veux que ça continue, que ça continue. Et là, à un moment donné, je lâche le couteau. C'est comme si, genre, en gros, celui qui m'avait pris ma main et qui m'avait poussé à me suicider, comme si tellement on le tabassait en parlant qu'il a lâché le couteau. C'est pas moi qui ai pris le couteau, en vrai. Il a lâché le couteau. Et là, même moi encore, je fais quoi? Je commence à me rappeler ce que la personne avait dit et je récite moi-même. Sans vraiment être exact dans ce qu'il avait dit, mais je récite au mieux. Et je répète et je me sens bien. Carrément, je commence à rire, tout ça. Je dis, là, c'est un autre niveau. Là, c'est quoi ça? C'est quoi qui se passe? Et j'appelle ma tante. J'ai dit, oh, là, il vient de se passer un truc de ouf. J'étais en mode ça, je vais me suicider à 3 secondes. Et là, on dirait que quelqu'un il est venu en moi, il a parlé à ma place. Et là, je me sens trop bien. Elle me dit, Ryan, la fois où tu as accepté le Seigneur dans ta vie, quand tu étais à l'église, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Et à partir du moment où il vient habiter en toi, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. J'ai dit, Donc cette affaire-là, elle est sérieuse. Moi, j'ai fait des trucs. Mais ce surnaturel-là, je ne l'avais jamais expérimenté avant. Donc je me dis, il y a un truc de dingue qui vient de se passer. Et je suis tellement heureux. Je dis, ok, bon, comment on fait? Comment on fait pour continuer dans ça? T'es la même énergie que je mettais, la même soif que j'avais dans les trucs d'avant, de boire mon urine, les conneries là, que j'avais avant. Là, je veux persévérer dans ça, mais dans le sens de maintenant, tu vois, d'un autre, de Dieu. Et donc, je repars dans cette église en question. Et là, dès que j'arrive, la prochaine fois où j'y vais, c'est une atmosphère de délivrance un peu, tout ça. Et quand j'arrive, je commence à crier. Avant, quand je fumais de ça, j'avais des dreadlocks, j'avais un bon début de dreadlocks. Et pendant la délivrance, en gros, pendant cette atmosphère-là, je tirais mes cheveux de partout. Et je commence à tirer mes cheveux comme si je voulais enlever un truc. Je crie, je pleure, je suis à terre. Et je vois les gens qui sont autour de moi, tout ça. Là, je me dis, là, il y a quelque chose qui se passe. Et encore une fois, je suis spectateur de ce qui se passe. Je suis spectateur. Et là, c'est un truc que j'avais jamais connu auparavant. Et quand je sors de là, je me sens tellement léger. Je me sens tellement léger. J'aime tout le monde, genre. J'aime tout le monde. Je vais faire des câlins à tout le monde. Pour moi, tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est doux. Je suis trop content. Et là, maintenant, ma tante, elle me dit, Ryan, t'es plus la même personne, il faut que tu le saches maintenant. Et le pasteur, il prie pour moi, tout ça. Et je me dis, il faut que je marque la différence entre l'avant et l'après. Je dis pas que faire des dreads, c'est mauvais. Je dis pas qu'avoir une boucle d'oreille, c'est peut-être mauvais, parce que j'en avais aussi. Mais je me dis juste que, à ce moment-là, moi, j'avais ma conviction d'enlever mes cheveux et d'enlever mes boucles d'oreilles et tout ce que j'avais. Donc du coup, je vais chez le coiffeur le lendemain, je rase mes cheveux carrément. Avant d'y aller, je fais un pas devant, je fais un pas derrière. Je fais un pas devant, je fais un pas derrière. Tellement, je sais que là, il y a un truc qui va changer. Donc du coup, je me chauffe, je vais quand même et je rase mes cheveux. Je peux dire un nouveau boucle, une nouvelle personne, une nouvelle identité. C'est un nouveau Ryan. Après, tout le monde est choqué, ils me disent, mais toi, t'es radical, hein. Du jour au lendemain comme ça. Je dis, ouais, c'est comme ça. Votre Dieu, là, il est trop doux. Non, lui là, je vais pas le laisser. Hein. Lui là, seulement, je vais pas le laisser. Et du coup, après ça, j'ai toujours le même environnement. De mes potes avec qui j'étais dans la débauche avant, on est toujours ensemble. Et un jour comme ça, on est dans un chill. Et comme d'habitude, le joint il passe, tout ça façon. Et quand ça arrive à moi, la vérité, j'ai la tentation de fumer. Et je veux fumer. Mais bizarrement, j'ai aucune envie de fumer. C'est-à-dire, c'est comme si ça m'avait été ôté. Tu vois, toute la passion, ou je sais pas comment dire ça, le désir de le faire, il était plus là carrément. Mais moi, j'étais choqué. Je me dis, genre, je fais, mais tu vois, on dirait, ça veut pas. Mais moi, je dis, mais c'est bizarre, hein. Et je fais passer. C'est-à-dire, ça arrive à mon tour et je fais passer le joint. Et là, je me sens bien. C'est-à-dire, je suis pas en mode, ça me manque ou quoi. Non, je me sens bien. C'est-à-dire, je me sens bien. Et là, tout le monde est choqué autour de ça. Dire, Ryan, toi, tu vas à l'église maintenant, tu vas dans des sectes, tu changes, tu deviens bizarre, hein. Y'a quoi, pourquoi t'arrêtes de fumer et tout? Je dis, les gars, je sais pas, j'ai juste pas envie en vrai. Et là, je rentre chez moi et je me dis, mais en fait, si je veux continuer à marcher avec ce Dieu-là, il y a des trucs que je dois arrêter. Et ces personnes-là, il faut que j'arrête de les fréquenter. Donc là, c'est un nouveau Ryan, avec une nouvelle personne qui habite en lui, en personne de Jésus-Christ, qui lui donne la capacité de faire ce qu'il n'a jamais pu faire encore jusqu'à maintenant, qui lui enlève toute forme d'addiction. Tout ce que j'idolâtrais, tout ce que je me disais, c'était bien pour moi en fait. J'ai aucune envie encore d'y retourner là-bas. Et je sais que si j'ai fait ça, ou si je suis arrivé là, c'est pas par mes propres forces, c'est par le Saint-Esprit et Jésus qui est venu habiter en moi. Que ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de faire dans la vie de plusieurs personnes.
Et si je témoigne, en fait, c'est pour dire que tout ce qui est forme d'addiction, tout ce qui retient en esclavage à des choses de plaisir et de la vie, quand tu es jeune et que tu as Jésus avec toi, il te délivre de toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse.